بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, le module téléphonie. On va voir ensemble la téléphonie numérique cellulaire GSM. Donc, le mot GSM, c'est bien Global System for Mobile Communication. On va commencer par une petite introduction. Nous avons que le développement de la radiotéléphonie mobile s'est accéléré ces dernières années. Il a conduit à l'émergence de nombreux systèmes de communication et de nombreux services, tels que les applications multimédia, l'accès à Internet, la vidéoconférence, l'envoi de mails, les jeux vidéo online, la téléphonie et la télévision numérique. Au début, c'était la première génération de technologie de téléphonie mobile, donc First G, première génération. La principale limite de la première génération était due à l'emploi de la modulation analogique FM, ce qu'on appelle frequency modulation. Bien sûr, qui limitait considérablement le nombre d'utilisateurs qui sont les abonnés et qui offrait un service de radiotéléphonie mobile avec des terminaux lourds et encombrants. Nous avons que le temps de liaison vers les abonnés filaires était lent. L'abonnement et les terminaux étaient chers. Deuxièmement, nous avons le GSM, ce qu'on appelle Global System for Mobile Communication. Donc, c'est la première norme de téléphonie cellulaire numérique lancée en 1991. Par opposition aux anciennes technologies analogiques de la première génération, nous avons que le GSM fut qualifié le réseau de deuxième génération. Donc, les réseaux de la deuxième génération. La deuxième génération des systèmes cellulaires utilise une technologie numérique pour les données ainsi que pour le signal vocal. Les standards de téléphonie cellulaire de deuxième génération utilisent les systèmes d'accès et de multiplexage fréquentiel afin d'apporter une meilleure qualité ainsi qu'une plus grande capacité à moindre coût pour l'utilisateur. La deuxième génération utilise essentiellement les standards suivants. Nous avons le GSM 2G, GPRS, General Packet Radio Service, 2,5G, le Edge, Enhanced Data Rate for GSM Evaluation, ce qu'on appelle le 2,75G génération. Toujours avec les réseaux de la deuxième génération, on va commencer par le GSM. Nous avons que les caractéristiques essentielles de cette norme sont données dans le tableau suivant. Le standard, c'est GSM. Les fréquences en mégahertz, c'est entre 935 jusqu'à 960. Pour un mode d'accès TDMA/F, multiplexage FDD, ou bien une bande de fréquence entre 890 et 815 pour un mode d'accès DM, toujours avec le même duplexage, le FDD, toujours le débit binaire brut en kilobits par seconde, était de 270,833. La largeur des canaux en kilohertz est de 200 kHz. Le nombre de canaux avec 8 utilisateurs par canal, c'était 124. Donc, chaque norme est caractérisée par un mode d'accès et par un nombre de canaux calculés en fonction de la largeur des canaux et la bande de fréquence. Maintenant, on passe au deuxième système, c'est bien le système GPRS. Une première évolution du standard GSM, le GPRS ajoute par rapport au GSM une couche dans le protocole de communication permettant de transporter des données en mode paquet avec des débits théoriques maximum de l'ordre de 171,2 kB par seconde, en pratique jusqu'à 114 kB par seconde, et de conserver le mode circuit pour les faibles débits à une dizaine de kB par seconde.
Nous avons que le standard GPRS utilise l'architecture du réseau GSM pour le transport de la voix et propose d'accéder à des réseaux de données, notamment Internet, utilisant un accès en mode paquet à des réseaux de données à commutation de paquets de type X25 ou bien IP, ce qu'on appelle Internet Protocol. Nous avons que le système GPRS, c'est une application à débit moyen de type multimédia. On passe maintenant au système Edge GSM. Le système Edge GSM, c'est une application à haut débit de type multimédia. Cette norme réutilise les mêmes caractéristiques spectrales de la norme GSM, mais avec un débit augmenté. Donc, elle varie de 384 jusqu'à 473 kilobytes par seconde. Cette solution combine entre la modulation WPSK, With Phase Shift Keying, et l'utilisation de plusieurs intervalles de temps, time slot, lors de la transmission, au lieu d'utiliser un seul intervalle de temps dans la GSM. On passe maintenant architecture et équipement d'un réseau GSM. On va commencer par le sous-système radio, le BSS, qu'on appelle Base Station Subsystem. Le sous-système radio gère la transmission radio des abonnés par voie hertzienne. Il est constitué de plusieurs mobiles et de deux éléments. Nous avons la station de base BTS et le contrôleur de station, le BSC. Maintenant, on va passer le téléphone mobile GSM ou la station mobile. Elle est définie par deux identités. Nous avons le numéro d'équipement, ce qu'on appelle le IMEI, c'est International Mobile Equipment Identity, enregistré dans la mémoire du téléphone mobile lors de sa fabrication. Nous avons aussi le numéro d'abonné, le IMSI, International Mobile Subscriber Identity, trouvé dans la carte SIM, Subscriber Identity Module de l'abonné. Toujours avec l'architecture et équipement d'un réseau GSM, on passe maintenant le sous-système radio BSS, c'est Base Station Subsystem, ce qu'on appelle les stations de base BTS, comme vous voyez sur cette figure. C'est bien, ce sont ces antennes. Donc, le sous-système radio BSS, Base Station Subsystem, la station de base BTS. On va commencer par la BTS, elle définit comme un ensemble d'émetteurs-récepteurs. Elle gère les difficultés liées à la transmission radio, modulation, démodulation et codage, et réalise des mesures radio afin de vérifier qu'une communication en cours se déroule correctement par l'évaluation de la distance et la puissance du signal émis par le mobile de l'abonné. Il existe trois types de stations de base. Nous avons les BTS rayonnantes pour couvrir les sites à faible densité d'abonnés. Nous avons aussi les BTS ciblés pour les zones à plan forte densité d'abonnés, les micro-BTS couvrant des sites à forte densité d'abonnés. On passe maintenant au sous-système radio BSS Base Station Subsystem pour le contrôleur de station de base, le BSC. Il gère les ressources radio pour la zone de couverte par plusieurs BTS qui sont connectés et gèrent les transferts intercellules des utilisateurs dans sa zone de couverture. Toujours avec le sous-système radio BSS, Base Station by Subsystem, le centre de commutation mobile, ce qu'on appelle le MSC, il assure la commutation entre les abonnés du réseau mobile et ceux du réseau RTC, les MSC, les centres de commutation mobile, jouent le rôle de passerelle. Nous avons le GMSC Gateway Mobile Switching Center pour assurer une interopérabilité entre les réseaux d'opérateurs. On passe maintenant au sous-système réseau, le NSS, qu'on appelle Network Switching Subsystem.
Nous avons l'enregistreur de localisation nominale, le HLR. Il s'agit d'une base de données qui gère toutes les informations relatives aux abonnés, le type d'abonnement, la clé d'authentification, les services souscrits, le numéro de l'abonné, etc. Il gère également la position courante de l'abonné dans la zone. Il y a une HLR par opérateur. On passe maintenant, toujours avec le sous-système NSS, Network Switching Subsystem, l'enregistreur de localisation des visiteurs, ce qu'on appelle le VLR. C'est un deuxième type de base de données. Elle stocke les informations de l'abonné liées à sa mobilité, comme sa zone de localisation. Le VLR contient également d'autres informations générales sur les usagers, ainsi que le numéro permettant de joindre le portatif sur le réseau. Donc, ce VLR est généralement associé à MSC. On parle donc de l'ensemble MSC et VLR. Pour le centre d'authentification, le AUC est utilisé pour le chiffrement, ce qu'on appelle le cryptage des transmissions radio des communications et de l'identification des abonnés. Sa base de données contient le numéro réseau de l'abonné et les paramètres de calcul de coût des communications. On passe maintenant à l'enregistreur d'identité des équipements, ce qu'on appelle le EIR. Cette base de données contient les numéros d'identification des mobiles, le IMEI, si le terminal n'est pas homologué ou s'il est signalé comme volé. L'opérateur peut décider de refuser l'accès au réseau. Donc, on passe maintenant au sous-système d'exploitation, le OMC, Operation and Maintenance Center, et le NMSC, Network Management Center. Nous avons que le Network Management Center opère de manière centralisée. Le Operation and Maintenance Center effectue une supervision locale des équipements. Donc, parmi les principales activités de gestion, on va citer la gestion administrative, c'est-à-dire la déclaration des abonnés des terminaux, la gestion commerciale, ce qu'on appelle la facturation, la gestion technique, c'est-à-dire la configuration des équipements et des logiciels de réseau, l'observation du trafic et détection des surcharges, la remontée des alarmes, etc. Quel est le principe de la radiotéléphonie mobile ou bien le GSM? On va commencer par le concept cellulaire. Donc, le principe de système cellulaire est de diviser la région couverte en des petites zones appelées cellules. Dans chaque cellule, la station de base BTS a un certain rayon d'action, maximum 6 km. Elle ne pourra communiquer avec les mobiles présents dans cette cellule. La figure suivante représente le principe des cellules, bien sûr. Donc, le principe de la radiotéléphonie mobile GSM, le concept cellulaire toujours. Nous avons que les cellules sont modélisées par des hexagones. La conception d'un réseau cellulaire est basée sur les aspects suivants, la topographie, bâtiments, montagnes, etc. La densité de la population pour établir la taille de cellules entre 0,5 et 35 kg. Deux cellules adjacentes ne peuvent utiliser deux fréquences similaires afin d'éviter les interférences. Donc, dans un réseau cellulaire, la liaison radio entre un mobile et une BTS, pardon, n'est pas attribuée définitivement pour toute la communication. Le handover ou itinérance représente la communication d'un appel en cours vers une autre cellule, c'est-à-dire la capacité pour un mobile de changer de cellule sans interruption de la conversation. Le roaming, c'est une vaste mobilité qui permet à l'abonné d'un réseau téléphonique d'utiliser son mobile dans une autre zone que la zone d'origine de l'opérateur téléphonique. Il est donc généralement employé à l'étranger grâce à des accords entre les opérateurs. Nous avons 5 types de handover comme illustré sur la figure. Donc, nous avons le handover sous le même BSC, handover inter-BSC, handover inter-MSC, handover sub-second. Nous avons le handover interne, c'est-à-dire premièrement intracellule, deuxièmement
intra-BSC. Aussi, nous avons les handovers externes. Troisièmement, intra-MSC. Et quatrièmement, inter-MSC. Et nous avons le roaming. Cinquième, c'est handover inter-réseau. Maintenant, on passe à l'ingénierie cellulaire pour les mesures. On va commencer par la taille de cellule. Dans la zone rurale, l'opérateur utilise des grandes cellules jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres parce qu'elles supportent un trafic plus faible qu'une zone urbaine dense. C'est la raison pour laquelle dans une zone urbaine, les cellules sont de taille plus faible, quelques centaines de mètres au maximum, afin de s'adapter à la densité des utilisateurs, bien sûr. La réduction du nombre de BTS possède deux avantages, c'est-à-dire on va réduire le risque d'interférence et diminuer le nombre de handovers. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle une zone rurale. Ici, en noir, c'est la zone sururbaine ou axe routier. Et en blanc, c'est la zone urbaine. Maintenant, on va voir l'implémentation des relais. Nous avons que l'installation des relais est dépendante de la topographie de terrain. L'opérateur utilise un simulateur informatique à jour basé sur une cartographie précise de la région afin de calculer la couverture de chaque relais, c'est-à-dire les puissances des BTS et les types d'antennes. On passe maintenant à la configuration des relais. Nous avons deux paramètres à déterminer. Premièrement, la puissance de la BTS, elle est basée sur un bilan de liaison qui prend en considération la puissance émise au niveau de l'antenne, la sensibilité des équipements, le grain d'antenne, le grain en réception, les différentes pertes et soucis pour les deux sens de liaison, ce qu'on appelle le uplink montant et le downlink descendant. Nous avons aussi la capacité de la BTS. Donc, pour calculer le nombre de time slots TDMA que devra supporter la BTS, cette capacité est liée au calcul de trafic qui prend en compte le nombre de mobiles, la population fixée de passage dans la cellule et la durée moyenne, bien sûr, de la communication. Pour les allocations des fréquences, on ne prend pas des fréquences au hasard. En Algérie, les fréquences GSM sont réparties par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, bien sûr entre les différents opérateurs moyennant le paiement d'une licence d'exploitation. On termine avec la supervision du réseau. Nous avons que le réseau installé sous la supervision des techniques dans un centre de contrôle national ou régional afin de réparer les pannes, répertorier les surcharges et lancer des essais terrain sur la zone pour vérifier la qualité de la couverture radio et intervenir le cas échéant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et de ce cours de la téléphonie GSM. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.